Bienvenue sur DataMind. Cette vidéo est consacrée aux fondamentaux de la programmation en Java. Nous allons parler des types de données, des variables et comment un programme Java est structuré de manière générale. Si vous êtes débutant dans le domaine de la programmation ou que vous cherchez à rafraîchir vos connaissances de base en Java, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons commencer par expliquer les différents types de données que vous pouvez utiliser en Java et comment les stocker dans des variables. Ensuite, nous allons parler de la manière dont un programme Java est structuré et vous montrer un exemple concret pour vous aider à mieux comprendre ces concepts. Ok. Quand vous programmez en général, les variables sont utilisées pour stocker des données et les variables peuvent contenir différents types de données tels que des nombres, des chaînes de caractères, etc. En Java, les variables doivent être déclarées avant leur utilisation et chaque variable doit avoir un type de données associé. Il y a notamment deux catégories de types, ou bien deux types de variables en Java. Nous avons les types dits primitifs et les types objets. Dans cette vidéo, nous allons nous baser plus sur les types primitifs. Et pour les types objets, nous aborderons ces types-là dans une autre vidéo. Ok. Donc Java dispose 8 types de données primitives. Nous avons les types byte, short, int, long, les float, les double, les boolean et les char. Les bytes est un entier signé de 8 bits qui prend la valeur entre -128 et 127. Les short, un entier signé de 16 bits qui prend la valeur entre -32 768 à 32 767, etc. Les entiers, vous avez également ici un entier signé de un int plutôt, c'est un entier signé de 32 bits, donc il prend la valeur dans cet intervalle ici, et les longues, un entier signé de 64 bits. Vous avez également les floats pour les nombres décimaux à virgule flottante de 32 bits, et les double pour les nombres décimaux à virgule flottante de 64 bits. Vous avez les booléennes, qui est une valeur booléenne, une variable booléenne plutôt, peut prendre une valeur qui peut être soit true ou bien false. Et nous avons les chaînes de caractères, nous avons les caractères plutôt, avec le type char, qui stocke un caractère Unicode de 16 bits. Okay. Pour déclarer une variable en Java, il faut spécifier premièrement son type, puis son nom, puis éventuellement lui donner une valeur initiale s'il le faut. Donc voici juste quelques exemples de déclaration de variables en Java. Par exemple ici, j'ai déclaré une variable entière ici, âge, une variable âge de type entier, qui a comme valeur initiale 23. Okay. Nous avons également ici une variable booléenne et majeure qui a une valeur initiale de true, une variable également char ici qui a comme valeur initiale a. Nous avons un nombre décimal ici pi qui a comme valeur initiale 314 ou bien qui a comme valeur 314. Et nous avons ici déclaré une variable id de type long sans valeur initiale. Ok, donc pour la déclaration et la convention pour la création des variables en Java, il y a une convention qui a à respecter. Par exemple, les noms des variables doivent commencer par une lettre ou un underscore et ne peuvent contenir que des lettres, des chiffres et des underscores. Il est courant de suivre une convention de nommage telle que le camel case pour rendre le nom de variable plus lisible. Par exemple, si vous voulez stocker l'âge d'une personne, vous pouvez déclarer une variable nommée spécifiquement âge, etc. Ou si vous voulez stocker une variable, une autre variable nommée majeure ici, vous créez une variable et majeure. C'est la notation camel case. Chaque nouveau mot dans la variable est en majuscule ici. Donc, les nombres en virgule flottante sont stockés de manière inexacte en raison de la façon dont les ordinateurs représentent les nombres à virgule flottante. Par exemple, si vous stockez une valeur 0.1 dans une variable de type float, le résultat réel stocké peut être très légèrement différent de 0,1 par exemple. Okay, il est important de garder cela à l'esprit lors de la manipulation de nombres décimaux.
C'est très important. Et les variables booléennes sont souvent utilisées pour stocker des valeurs de conditions. Par exemple, si vous voulez stocker l'information si une personne est majeure, vous pouvez déclarer une variable booléenne nommée est majeure. Et cette variable pourrait être initialisée à true si la personne est majeure, par exemple. Et les variables de type char peuvent stocker des caractères Unicode. Par exemple, si vous voulez stocker le caractère A en Unicode, vous pouvez tout simplement déclarer une variable de type char et lui donner la valeur correspondante, et ainsi de suite. Il faut noter aussi que lorsque vous manipulez des variables de différents types, il peut être nécessaire de les convertir. Nous verrons, c'est ce qu'on appelle, on peut faire un casting ou bien faire une conversion de type explicite. Ok, donc maintenant nous allons voir comment un programme Java est généralement structuré en utilisant cet exemple ici comme référence tout simplement. Ok, donc le code Java est organisé en packages pour une meilleure organisation et pour éviter les conflits de noms. Les packages sont déclarés en utilisant la déclaration package au début du fichier source, comme vous voyez ici. Ça signifie que mon code ici se trouve dans le package sn.datamind. Ok, et ça permet par exemple ici la classe que j'ai créée ici main dans le package sn.datamind. Je peux créer une autre classe dans un autre package et donner à cette classe le même nom que main. Par contre, dans le même package, je ne peux pas avoir deux classes qui ont le même nom, puisque les classes sont juste des fichiers Java qui sont créés dans des dossiers. Donc, dans un dossier ou bien dans un package, on a juste, les classes ne doivent pas avoir le même nom. Et les packages nous permettent de bien éviter ces conflits de noms. Ensuite, vous avez également ici, le code peut utiliser plutôt des classes définies dans d'autres packages, en important les classes nécessaires. Et les déclarations d'import sont généralement placées juste après la déclaration de package. Comme vous voyez ici, on a importé la classe scanner qui se trouve dans un package appelé java.util. Et ce package est déjà inclus dans la bibliothèque Java automatiquement. Quand on fait l'installation, ce package se trouve déjà dans les bibliothèques standards de Java. Donc ici, on a importé le package, la classe scanner, qui se trouve dans java.util. Ok, le code est écrit en utilisant des classes qui sont des blocs de code contenant des champs, des méthodes et d'autres éléments nécessaires pour définir le comportement d'un objet. Ok, donc nous ici, nous avons simplement mis notre code ici dans une classe appelée main. Donc la déclaration d'une classe en général, on met juste ici le mot-clé public, on utilise après le mot-clé classe et on donne le nom de la classe, le nom main, qui correspond au nom du fichier .java, tout simplement. Donc le fichier, cette classe se trouve dans un fichier appelé main.java. Donc ma classe ici va porter aussi le nom main, ici sans l'extension .java. Okay. Ensuite, nous avons également des méthodes. Les méthodes sont des blocs de code qui effectuent des tâches spécifiques et peuvent être appelées par d'autres parties du code. La méthode principale main est le point d'entrée pour l'exécution du programme Java. Donc cette méthode ici est une méthode qui est un peu particulière. Donc quand on va cliquer sur le bouton Run ici, c'est le code qui se trouve dans le fichier, dans le bloc, dans la fonction main ici, qui sera exécuté. Ok, ce qui est intéressant dans VS Code, quand vous ajoutez une méthode main, vous avez déjà une option run ici et debug qui vous permet d'exécuter déjà votre application ici. Ok, vous avez également des variables. Les variables sont utilisées pour stocker des données telles que nous l'avons décrit précédemment, telles que des nombres, des chaînes de caractères ou des objets qui sont nécessaires au fonctionnement du programme. Donc nous ici on a déclaré une variable nom ici de type chaîne de caractères qui va stocker la valeur que l'utilisateur va saisir, donc le nom de l'utilisateur, tout simplement ici.
Vous avez aussi des instructions. Les instructions sont des opérations individuelles qui effectuent des tâches spécifiques, comme l'affectation des valeurs aux variables, l'appel de la méthode, ou les boucles, les tests de contrôle, etc. Comme nous ici, ça, le fait de spécifier, de créer une nouvelle instance de la classe scanner, c'est une instruction. Et chaque instruction en Java se termine par un point virgule. Ok, j'ai même le fait juste d'afficher ici ce message, entrez votre nom, c'est aussi une instruction, et le fait d'assigner le système sc.nextLine à la valeur qui sera saisie, je vais le stocker au nom ici, c'est aussi une instruction. Et quand je fais ici l'affichage ici de bienvenue plus le nom, c'est aussi une instruction. Ok, donc dans cet exemple, le code est contenu dans une classe nommée main qui se trouve dans le package sn.datamind. La classe contient une méthode main qui est le point d'entrée du programme. À l'intérieur de la méthode main, nous créons un objet scanner pour lire les entrées utilisateurs. Nous demandons plutôt à l'utilisateur de saisir son nom à l'aide de la méthode nextLine de la classe scanner. Puis nous affichons un message de bienvenue contenant le nom de l'utilisateur à l'aide de la méthode println de la classe de println de system.out. Le programme illustre bien la structure générale d'un programme Java qui comprend des packages, des classes et des méthodes ainsi que des instructions. Ok, donc là je suis dans VS Code avec le projet que nous venons juste de créer, notre modèle de projet que nous allons utiliser ici. Donc j'ouvre le fichier POM et voici le contenu du fichier POM. Donc c'est bon, je ferme ici. Donc j'ai pour le moment une classe ici appelée app. Je ne vais pas utiliser cette classe pour cet exemple ici. Nous allons créer une classe appelée main dans le package. Quand vous utilisez VS Code pour l'utiliser en mode IDE Java, vous venez ici dans la partie Java Project. Je clique ici et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre ici. Normalement, ça se trouve comme ça. Moi, je fais juste ici, je déroule ça et je déroule également aussi le package sn.datamind. Dans ce package, j'ai pour le moment une classe appelée app. Je vais ajouter une classe qui s'appelle main en cliquant juste ici sur le plus. Je vais annuler ça. Sur le plus ici, je clique et j'entre, il me demande d'entrer le nom de la classe. Je vais l'appeler tout simplement main. Et je clique sur entrée et il me crée une classe ici. Ce qui est intéressant avec VS Code aussi, tu vois, cette classe-là, je peux la déclarer comme étant une interface, une énumération, un record, ou bien une classe abstraite, ou bien une interface, tout simplement. Donc, pour le moment, je veux que cette classe soit une classe. Donc, je laisse ça qui est déjà ici. Ok, donc dans la classe, qu'est-ce qu'on a dit? Pour ajouter la méthode main dans VS Code, il suffit de commencer à taper main et cliquer juste ici, c'est lui qui s'affiche ici. Et vous avez le code de la fonction main, de la fonction principale main. Ok, je vais créer un objet scanner pour lire les entrées d'utilisateur. Tout simplement, je spécifie la classe scanner. Dès que je commence à... Qu'est-ce que j'ai écrit? À écrire, normalement, oh, j'ai mal écrit, c'est scanner. Ok, je l'appelle la variable sc est égale à new scanner et je lui donne le système.out, le système.in plutôt. Ok, donc je récupère, on peut utiliser la classe scanner pour lire des fichiers dans un fichier, mais nous ici on va l'utiliser du contenu dans un fichier plutôt. Nous, on va juste lire les informations provenant du clavier, tout simplement. Vous voyez, quand j'ai écrit ça, VS Code a également importé la classe scanner ici, tout simplement. Ok, c'est très pratique. Donc, ensuite, je vais afficher un message. Je vais taper juste sout et je clique sur entrée. Et je vais tout simplement ici demander d'entrer votre nom, par exemple. Entrez votre nom, je mets 2 points là, ok, je laisse ça. Si j'utilise la fonction println de system.out, il va afficher entre votre nom et passer à la ligne. Je vais utiliser la fonction print tout simplement qui ne passera pas à la ligne et je laisse comme ça.
Ok, et je récupère le nom et je le stocke dans une variable que je vais appeler nom, tout simplement. Ici, string nom égale à sc.nextLine. Pour lire une chaîne de caractères, c'est next line. Pour lire un entier, c'est next int qui est ici. Pour lire, récupérer une valeur une décimale, c'est next double. Pour lire une autre décimale flottante, 32 bits, c'est next float, etc., etc. Moi, je vais lire une valeur, une chaîne de caractères, donc c'est next line que je vais utiliser ici. Et je mets le point virgule, ok. Ensuite, une fois que j'ai récupéré le nom de l'utilisateur, je vais l'afficher. J'utilise un system.out.println et j'écris par exemple bienvenue. Je vais concaténer le mot bienvenue. L'opérateur plus, ça permet de concaténer deux chaînes de caractères en Java. Donc je vais concaténer ce caractère avec le nom qui sera tapé et je vais le concaténer aussi avec le point d'exclamation pour dire simplement bienvenue, le nom qui sera saisi. Donc là c'est OK. Si je clique ici sur run ok, j'ai ici, il me demande ici entrer votre nom. Je tape par exemple ici, mais Ali, et il me demande bienvenue Ali. Je relance encore une fois. Ici, il me demande d'entrer votre nom. Je vais l'appeler par exemple Fal. Ici, et il me demande bienvenue Fal, etc. Ok. Donc c'est comme ça qu'un programme, qu'un projet Java est structuré. Donc, et c'est le premier exemple que nous avons fait ici. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo.